Donc merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. C'est assez impressionnant de voir autant de monde. Et je suis en reconnaissant que vous avez pris cette petite demi-heure pour parler de comment vous faire connaître. Donc avant de parler de cela, j'aimerais mieux vous connaître. Et parmi vous qui vont créer leur activité, levez la main s'il vous plaît. Ok. Et qui parmi vous ont déjà créé leur activité et aimeraient en savoir plus sur comment mieux se faire connaître. Ok, très bien, merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler en fait surtout d'un retour d'expérience, parce que c'est vrai que d'habitude, je viens vous parler de théorie, de bonnes pratiques qu'on peut lire par-ci et par-là. Mais je me dis que là, comme on est au salon des entrepreneurs, on est surtout ici pour parler de pratique, de parler de bonnes pratiques surtout. Et j'aimerais surtout partager avec vous un retour d'expérience parce que samedi, avec mon équipe, nous avons relevé un défi assez impressionnant qui était donc de louer la Sorbonne pour faire donc une conférence devant 150 personnes. Et c'était super dur. J'ai appris énormément de choses et aujourd'hui avec vous, j'aimerais partager les bonnes pratiques qu'on a mis en place ensemble qui, j'espère, vous seront utiles pour votre activité. Donc, avant tout, avant de parler de bonnes pratiques, d'outils, etc., s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est de consolider les fondations. Donc pour moi, il y a 3 piliers qui constituent ces fondations lorsqu'on parle donc de communication, parce qu'il s'agit bien de cela, lorsqu'on veut se faire connaître, il s'agit donc de communication, parce que même si vous avez le meilleur produit au monde, le meilleur service au monde et que personne ne vous connaît, bien entendu, ça sera difficile de déployer votre activité. Donc, quel est le premier pilier? Ce sont les compétences. Ce sont les compétences parce que si vous voulez vendre votre service, là, parmi vous, dans ces créateurs qui travaillent dans le domaine des services, ok, voilà, une bonne partie. Donc, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis il vaut mieux être compétent lorsqu'on est dans de la prestation de service, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client mécontent. Donc, les compétences reposent sur quoi? Donc, elles reposent sur 2 types de compétences. Donc, sur les hard skills, donc toutes les compétences techniques. Donc, si par exemple vous êtes designer, si vous êtes graphiste, vous avez des compétences en design par exemple. Donc, ce sont des compétences techniques que vous pouvez mettre dans votre CV et que vous pouvez du coup valoriser avec un diplôme normalement. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie de compétences que l'on appelle les soft skills. Donc les personnes qui me suivent ont sûrement entendu ce terme parce que c'est donc un terme anglo-saxon, comme vous pouvez le voir. Il s'agit donc de toutes les compétences transversales pour lesquelles il n'existe pas encore de diplôme. Donc ça va être comme par exemple la créativité, la gestion du stress, l'organisation, l'efficacité professionnelle, etc. Et finalement, toutes ces compétences-là constituent également votre bagage compétences, parce que lorsque vous êtes dans la prestation de service ou que vous vendez un produit tout simplement, vous avez besoin de compétences, par exemple, de compétences relationnelles. Comment bien communiquer avec une personne, savoir ce qu'elle veut. Nous, de compétences aussi, on parle de soft skills, mais on peut aussi parler d'intelligence multiple. Ça va être comme par exemple l'intelligence intrapersonnelle. Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que j'ai des valeurs? Est-ce que je sais ce que je veux? Etc. Donc finalement, ces compétences vont vous aider également à bâtir des relations durables avec vos clients. Et comme vous pouvez voir, j'insiste surtout sur cette deuxième catégorie de compétences, ces soft skills, parce que ce sont ces compétences qui vous rendent unique. C'est ce qui fait votre singularité, c'est ce qui fait que vous allez vous différencier. S'il y a 10 000 designers ou 10 000 comptables, c'est finalement ces compétences qui vous rendent singulière, qui font que vous allez faire la différence. Lorsqu'on parle donc de se faire connaître, c'est aussi sortir du lot, et pas uniquement être vu. C'est qu'est-ce qui me rend différent des autres. Donc voilà, le premier pilier de ces fondations pour se faire connaître. Le deuxième pilier, selon moi, c'est l'expérience, ce qui est différent et complémentaire. Pour cela, il y a une analogie que j'aime beaucoup, c'est l'analogie des arts martiaux. Par exemple, Bruce Lee disait qu'il ne craint pas la personne qui
qui a pratiqué 1000 coups de pied différents. En revanche, il craint la personne qui a pratiqué 1000 fois le même coup de pied. Parce que c'est là qu'il va justement développer sa pratique, accumuler des heures de vol, comme on dit, et qui fait que finalement vous allez avoir de l'expérience. Après, bien entendu, si vous pratiquez, vous faites 1000 fois le même coup de pied mais vous faites mal, ça ne va pas faire de vous quelqu'un d'expérimenté. D'où l'importance aussi des enseignements. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez, que vous construisez plusieurs sites, si vous êtes dans le domaine du webmastering, ou si vous faites plein de bilans comptables, l'idée c'est d'avoir une démarche Kaizen, d'amélioration continue, avec deux questions toutes simples. La première, c'est qu'est-ce que je peux mieux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui a bien marché? Bien entendu, hein, c'est facile de mettre le focus sur ce qui n'a pas marché, mais il ne faut pas oublier aussi de capitaliser sur ce qui a bien marché. Et avec ces deux questions, vous allez pouvoir retirer des enseignements de vos expériences, et ce qui va faire que vous allez être expérimenté. Et c'est ce que j'appelle également la sagesse entrepreneuriale, parce que la sagesse, justement, c'est la connaissance par l'expérience, mais capitalisée. Donc voilà pour le deuxième point sur la partie expérience. Et le troisième, c'est les défis relevés. Parce que oui, lorsque vous vous lancez, vous commencez avec un bagage d'expérience, de compétences, de vécu quelque part, mais le monde avance, et vos confrères et consoeurs également. Donc vous avez intérêt à aller au-delà, à progresser, à évoluer, à sortir de votre zone de confort. Et c'est grâce à des défis que vous allez vous donner, que vous allez relever, que vous allez passer à des cadres supérieurs. Donc si je reprends mon exemple de la Sorbonne, c'était clairement un défi, parce que c'était la première fois que j'organisais un événement avec autant de personnes d'un lieu prestigieux par exemple. Et c'est ce qui fait que vous allez vous démarquer, progresser, etc. Est-ce que ça va? Je vous ai pas encore perdu? Ok. C'est assez impressionnant le silence aussi, dans un salon aussi bruyant. Le troisième pilier de ces fondations, c'est l'image. Parce que lorsqu'on parle de communication, vous avez une image. Et l'image est composée de quoi? Tout d'abord de la notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est comment on vous perçoit et qu'est-ce qu'on dit de vous. D'où l'importance d'être compétent, etc. Parce que si vous êtes incompétent, vous aurez une image d'incompétent, ce qui sera plus compliqué de vendre des services par la suite. Donc voilà, le premier point repose sur l'image, qui est vraiment une catégorie qualitative. Et vous verrez ensuite par les bonnes pratiques comment travailler sur ce point-là. Le deuxième point par rapport à l'image, c'est la visibilité. À quel point vous êtes visible. Parce que si vous avez une super notoriété, vous avez une grande expérience, beaucoup de bonnes compétences, mais que vous êtes invisible, ça va être difficile pour vos clients de vous trouver. D'où l'importance de travailler également votre visibilité. Et enfin, la constance. Parce que si vous faites une super opération de com, vous êtes bien visible pendant un jour sur 365, après vous savez que le cerveau humain a tendance à oublier assez rapidement avec la courbe de l'oubli. D'où l'importance d'être constant. Voilà, je vous ai transmis là les fondations. Maintenant, comment on va consolider concrètement ces piliers? Pour cela, on va travailler sur deux aspects, la partie stratégie et la partie tactique. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie? Une stratégie, c'est tout simple. C'est vous êtes à un point de départ, une situation initiale, et vous voulez arriver à un point d'arrivée qui est l'objectif. Si je reprends l'analogie, c'est par exemple l'analogie des arts martiaux. Il y a quelqu'un qui veut vous donner un coup de poing. Et vous êtes au point de départ, vous êtes là, le point arrive et vous allez choisir de là où vous voulez aller, à gauche, à droite, etc. Après, les tactiques, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc, vous allez adopter par exemple une tactique de, si on prend cette analogie, je vais aller esquiver pour partir à gauche s'il y a un coup de poing, par exemple. Donc, si je reprends maintenant le milieu de l'entreprise, vous avez une stratégie pour découvrir, pour atteindre par exemple 10 clients, vous avez un objectif. Je veux 10 clients, 10 nouveaux clients d'ici 2 mois. Vous avez le point de départ aujourd'hui, 2 mois, 10 clients à atteindre, donc vous avez votre objectif. Et du coup, quelle tactique vous allez mettre en place pour y arriver? Vous allez peut-être adopter une tactique de prospection. Okay, pour cela, il faut que je contacte un nouveau prospect par jour, par exemple. C'est une tactique. Après, vous pouvez adopter une autre tactique complémentaire qui va être, ok, une fois que j'ai fait la prospection,
et que, imaginons que j'ai un contact qui passe bien avec mon prospect, bah, qu'est-ce que je vais faire pour aller plus loin? Bah, je peux adopter une tactique de recommandation. Est-ce que vous connaissez par hasard une personne ou deux personnes qui seraient intéressées par ce type de service? Voilà, c'est une tactique complémentaire. Et enfin, donc, voilà. Vous voyez un petit peu l'enchaînement. Lorsque vous avez une stratégie, les tactiques vous permettent d'y arriver. Comment mettre ça en place? Tout d'abord, et ça c'est vraiment, je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a plein d'idées, c'est de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Et par quoi on va commencer? Je vais prendre un exemple très concret. Je vis à Londres et j'ai envie de développer une activité là-bas. Dans le domaine de l'apprentissage, c'est super vaste. Vous avez la lecture rapide, la mémoire, les mind maps, etc. Bah, du coup, si je pars là-dedans, dans ce nuage, j'aurais du mal à me faire comprendre ou à intéresser en tout cas. Du coup, je vais prendre un axe hyper spécifique pour une personne bien précise. Donc par exemple, la lecture rapide. C'est dans ma stratégie et je vais commencer par là. Et ensuite, je vais adopter donc des tactiques pour y arriver. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de 3 tactiques concrètes pour atteindre les objectifs. La première, qui est le ciblage. Le ciblage, c'est à qui vous vous adressez. Souvent, en coaching notamment, je pose la question, du coup, vous avez une proposition de service, une proposition de produit, c'est pour qui? Ah, c'est pour tout le monde. Ah, ok. Si c'est pour tout le monde, en fait, ça parle à personne, parce que vous êtes unique, en fait. Et tout le monde est unique. Donc, d'où l'importance du ciblage. Et le ciblage, vous pouvez l'affiner, en fait, avec quelques questions toutes simples, comme par exemple la question qui. Est-ce que ce sont, qui est cette personne avec qui j'ai envie de travailler? Une maman au foyer, par exemple, qui a envie de développer une nouvelle activité, ou une personne en reconversion. Là, c'est un petit peu plus précis. Ensuite, où cette personne se trouve? Est-ce que c'est dans ma région, dans ma localité? Est-ce que c'est sur le territoire national? Est-ce que c'est à l'international? Est-ce que c'est sur Internet? Internet est un lieu, c'est pas un outil, c'est un lieu. Et du coup, où ces personnes se trouvent sur Internet? Donc vous comprenez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Ensuite, la question quoi? De quoi ces personnes ont besoin concrètement? Le besoin. Et pas leur proposer à tout prix un service que vous voulez pousser, parce que c'est quelque chose que vous avez créé, mais c'est de vraiment comprendre la personne de quoi elle a besoin. Et si finalement vous vous rendez compte que la personne que vous ciblez n'a pas besoin de votre service, vous allez vaut mieux changer de stratégie ou changer de ciblage, parce que sinon vous allez perdre de l'énergie. Par exemple, dans le domaine commercial, il y a quelque chose que j'ai appris également dans cette expérience, c'est qu'on perd énormément d'énergie à essayer de convaincre une personne. Si la personne n'a pas envie, vous perdez son temps et votre temps. Donc l'objectif en communication notamment ou en marketing, et c'est pour ça que c'est important de cibler, c'est de vraiment toucher les personnes qui ont besoin et envie de votre service en fait. Comme ça, du coup, vous n'avez qu'à mieux comprendre la personne, créer un lien, une interaction avec elle plutôt que de chercher à la convaincre en fait. Et ensuite, comment vous allez pouvoir toucher cette personne? Est-ce que vous allez opter pour du phoning ou de l'échange par email, ou par exemple j'utilise le Facebook Messenger. Voilà, maintenant grâce à tous ces outils-là, vous pouvez trouver des différents moyens de toucher votre cible. Voilà pour le premier point. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Oui? Okay. Ensuite, les défis. Les défis, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui vous permet de sortir de votre zone de confort, de progresser, de monter en compétences et en expérience. Mais au-delà de ça, les défis sont un super outil, un super support de communication. Parce que grâce à des défis, vous allez pouvoir sortir du lot, faire parler de vous, etc. Comme par exemple, lorsque vous publiez un livre, vous publiez quelque chose de nouveau en fait, parce qu'il y a une notion de nouveauté, vous allez intriguer et vous allez toucher plus facilement les personnes. Et justement, dans les défis, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer ces notions-là. C'est-à-dire de faire un défi dans lequel il y a du partage et pas faire un défi auto-centré. Parce que si c'est auto-centré sur vous et vous uniquement, vous n'allez pas pouvoir créer de lien.
Alors que dans l'entrepreneuriat, lorsque vous cherchez des clients, c'est tout tourne autour du lien, de la connexion que vous créez avec des personnes et de la qualité de ces liens. Donc ça va être également où est-ce que vous allez faire ces défis-là. Donc par exemple, si vous êtes webmaster, il y a plus de chances que peut-être que ce serait intéressant pour vous de faire un défi en ligne et de dire, voilà, par exemple, je vais suggérer ce défi-là à un de mes clients une fois, qui est graphiste, et lui dire, voilà, il aime les super-héros, c'est en vogue, pourquoi pas détourner les super-héros et faire de nouveaux logos, par exemple, et de faire un défi comme ça pour faire parler de lui. Donc c'est sur Internet, c'est quelque chose qui va créer une interaction avec d'autres personnes, qui vont, par exemple, il va dire, ok, quel est votre super-héros préféré? Et derrière, vous allez créer quelque chose de valeur ajoutée, créer un lien, quelque chose de marrant, parce que vous pouvez créer de l'humour avec des défis, etc. Donc la question que je vous pose là concrètement, c'est par rapport à votre projet, quel serait le prochain défi que vous pouvez relever, qui vous permettra de créer un lien avec les personnes que vous voulez toucher, qui vous permettra de monter en compétences, qui vous permettra de monter en expérience également, et qui en plus soit fun, tant qu'à faire. Si on peut s'amuser en travaillant, c'est encore mieux. Donc c'est une vraie question, c'est pas une question rhétorique. J'espère que vous réfléchirez et que vous allez vous engager sur un défi qui va vous stimuler et vous apporter de la valeur aux personnes que vous avez touchées. Aussi, oui, quelque chose d'important dans les défis. Si ça touche des personnes, vous allez pouvoir créer des partenariats. Et c'est super important de ne pas s'isoler, de s'entourer. Par exemple, si je reprends l'exemple de la Sorbonne, on était entouré de plein de partenaires en fait. Il y avait par exemple le vice-champion du monde de lecture rapide qui était là, avec qui on avait fait un partenariat, il y avait d'autres associations, etc. Et ça les intéressait en fait, parce que c'était un partage en fait. C'était pas nous avec notre entreprise, moi je, etc. On était là pour faire vivre une expérience au public qui a pu expérimenter les techniques, vivre une vraie expérience et qui vont repartir avec quelque chose. Ce qui est intéressant avec les défis également, c'est que vous allez faire vivre des expériences aux personnes et ils vont s'en rappeler. Pas de l'information. L'information on oublie, surtout dans l'infobésité d'aujourd'hui. Donc faites vivre des choses aux personnes, des choses positives, de préférence, aux personnes pour qu'elles se rappellent de vous de manière positive et pour leur donner envie de vous contacter par la suite. L'idée, c'est pas de dire je vais faire un défi et derrière je vais pitcher pendant 30 minutes mon produit et leur dire voilà l'appel à l'action, cliquez ici, achetez, 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 vous allez les faire fuir. Non, faites vivre quelque chose de positif, d'agréable et naturellement elles viendront vers vous si c'est la bonne cible entre guillemets, si c'est la personne avec qui vous voulez travailler, apporter de la vraie valeur et vous verrez, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et enfin, le dernier point, c'est la communication. Donc, pour une petite anecdote, cette photo, c'était justement un défi en fait. On va être donné comme défi de me déguiser pour passer sur scène. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça a marqué les esprits. Donc, c'est pour ça qu'on cette photo. Et le fait de justement se mouiller un peu, d'oser quelque part avoir de l'audace dans votre communication pour marquer les esprits. Donc, l'audace est importante. Osez vous montrer, osez faire quelque chose d'innovant. D'être vous-même surtout, de ne pas chercher à jouer un rôle qui va vous aliéner, parce que plus vous serez aligné, vous serez authentique, et plus ça va se ressentir et ça donnera aux personnes envie de vous voir en fait. Et pour les autres qui n'ont pas envie, c'est pas grave, parce que de toute façon vous n'avez pas envie de travailler avec des personnes avec qui vous n'avez pas envie de voir. Donc c'est plutôt positif dans ce sens. Qu'est-ce que nous avons fait? Adopter une stratégie mixte. C'est-à-dire, lorsque vous cherchez, par exemple, à vous développer, vous pouvez utiliser plusieurs leviers de communication, présentiel, web, etc. Par expérience, ce qui marche bien, c'est vraiment de mixer. Donc c'est vrai que généralement, on dit, voilà, il faut se focaliser sur un seul canal, etc. Mais profitez-en pour, par exemple, si vous êtes, vous voulez développer une activité locale, bien entendu de faire des partenariats locaux, de faire parler de vous de manière locale, mais pourquoi pas aussi publier sur Internet, à travers un blog, des vidéos, des photos, etc. Je regarde le temps. Et ensuite, donc, bien entendu, de jouer sur l'aspect partenariat. Vous voyez le lien de toute manière entre la communication et les défis.
les défis sont des bons moyens de communiquer. Donc finalement, vous voyez un petit peu les liens qu'il y a. Et c'est aussi un bon moyen de créer du lien avec des partenaires. Et pour ça, il y a une petite astuce en fait, que vous pouvez adopter, que j'ai énormément adopté depuis que je me suis lancé, c'est la stratégie d'interview. C'est-à-dire, si, imaginons que vous ayez un média, une page Facebook, un blog, etc. C'est d'aller contacter des personnes qui gravitent autour de votre actualité, des confrères, des consoeurs, ou tout simplement, si par exemple vous êtes webmaster, vous pouvez en parler à des pros de la vidéo ou à des pros des réseaux sociaux, donc qui vont apporter un contenu complémentaire à votre communauté. Donc ce que vous leur proposez quelque part, c'est de la visibilité, vous les mettez en avant, vous ça vous fait du contenu, et en plus ça vous fait une nouvelle relation quelque part, et du coup un potentiel partenariat. Et nous, ce qu'on a fait, justement, c'était, c'est pour ça que, comme vous l'avez noté, je parle de confrères et consoeurs et pas de concurrents. C'est-à-dire, interviewer des confrères et des consoeurs et trouver ensuite un projet commun, gagnant-gagnant, pour mettre nos forces en commun pour ce projet commun. C'est ce qui était le cas, justement, pour cet événement à l'Assemblée. Donc voilà, petite astuce, interviewer, se faire interviewer également. Lorsque vous vous lancez, vous avez de l'expérience, des compétences, relevez des défis, vous avez des histoires à raconter, partagez-les. Ça va intéresser les gens, vous allez pouvoir toucher une audience et en plus, vous allez encore plus consolider votre expérience. Et ça va contribuer à votre image, bien entendu. Et enfin, voilà, utilisez les deux cerveaux, c'est-à-dire ne soyez pas uniquement factuel dans l'information, etc. Osez également la créativité, l'humour, etc. Vous serez beaucoup plus authentique. Vous allez parler aux deux cerveaux des personnes, du coup ce sera beaucoup plus pertinent. Voilà, je suis parti un peu vite, c'est vrai que sur un créneau de 30 minutes ça passe très vite, mais je voulais dédier du temps aux questions. Donc je suis à votre écoute si vous avez des questions. Bonjour. Une question, vous avez parlé beaucoup, mais peut-être un peu moins de la forme. Est-ce que c'est une question par rapport à sur Internet? Est-ce que vous avez des conseils à donner en termes de création sur site, présence sur les réseaux sociaux assez actifs? Merci pour cette question. Par rapport à, donc sur l'aspect web, pour être plus spécifique, comme ça c'est peut-être plus simple. Donc si vous vous posez des questions sur l'aspect web, alors je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, peut-être des retours d'expérience, donc ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Ce que je vous encourage, c'est de tester et de voir si ça fonctionne pour vous. La première chose selon moi qui est importante, c'est de voir qu'est-ce qui vous plaît en termes de communication. Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est l'audio? Est-ce que c'est vous créer du contenu ou c'est faire parler d'autres personnes pour qu'ils puissent témoigner, partager leur savoir? Donc moi par exemple, quand je me suis lancé il y a déjà 8 ans, justement, pour moi, je me suis rendu compte, après avoir fait plusieurs tests, que ce que je préférais, c'était les interviews. Aller rencontrer d'autres personnes, leur faire parler, leur demander de partager donc, leurs connaissances. Et du coup, le fait que c'est quelque chose qui me plaise, du coup, je pouvais avoir plus de constance en fait. Donc le premier point pour moi, c'est d'identifier ce qui vous plaît. Une fois que vous avez identifié cela, vous pouvez ensuite définir une régularité. Par exemple, si vous avez choisi la vidéo sur YouTube, par exemple, essayez le plus possible de vous donner un objectif de régularité, en disant je vais faire une vidéo par semaine, par exemple, ou une interview par semaine. Cela va créer un lien plus solide avec votre communauté et surtout, cela va vous augmenter votre compétence de régularité, de ténacité également. Donc une fois que vous avez identifié ce qui vous plaît, vous allez choisir du coup le média quelque part. Donc vous avez par exemple YouTube, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez donc les réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de faire un blog dans lequel vous pouvez intégrer tous ces médias-là. Donc par exemple, dernièrement, le format que je teste, c'est des articles de blog avec une vidéo, du texte et un MP3 téléchargé également. Donc il y a ça qui est possible. Il y a autre chose qui est intéressant également, c'est de créer des contenus collaboratifs.
c'est par exemple de compiler tous ces savoirs, tous ces cerveaux dans un seul document. Donc par exemple, une webconférence, un PDF, vous pouvez vous amuser à faire des livres blancs par exemple, ça marche très bien, parce que vos partenaires qui ont contribué, vos contributeurs vont également en parler. Donc voilà quelques exemples, il n'y a pas de méthode précise, mais ce que je voulais partager, c'est peut-être des exemples qui vont vous inspirer, vous donner des idées. Voilà, aussi, autre chose peut-être pour conclure là-dessus, c'est chercher vraiment, soyez ouverts à l'inspiration, c'est-à-dire ne pas chercher à comparer. Parce que lorsque vous comparez, par exemple, vous comparez deux sites internet, vous n'allez pas chercher quelque chose pour vous en fait. Vous êtes observateur d'un truc. Alors que si vous êtes ouvert à des bonnes pratiques, vous dites, ah, ce site-là, il a fait ça, ben, je peux tester. Et du coup, d'avoir un carnet, en fait, vous allez noter des idées et de vous les approprier en fait pour tester. Et du coup, ben, ça vous permettra d'avoir des idées en termes de communication.